Cette vidéo est sponsorisée par Lelo, plus d'informations en fin de vidéo. C'est l'homme des superlatifs. Il a peint le tableau le plus célèbre du monde, que vous connaissez forcément, sinon ce serait pas le plus célèbre du monde. Il a peint le tableau qui est devenu le plus cher de l'histoire aussi. C'est celui-ci, Salvator Mundi, de son nom, vendu pour 450 millions de dollars en 2017. Il faut plus d'une vie pour réussir à faire tout ça. Et justement, celui dont on parle n'en a pas eu qu'une, c'est certain. Il a été peintre, oui, mais aussi ingénieur, architecte, anatomiste, inventeur, musicien, scénographe, la liste est longue. Il représentait cette période de la Renaissance où l'humain voulait repousser les frontières de son savoir. Aujourd'hui, on va enrichir le nôtre de la vraie vie de Léonard de Vinci. Avril 1452, en Toscane, en Italie, près d'un petit village qui s'appelle Vinci, un enfant vient de naître. Son père, Ser Piero, est dans la vingtaine, et c'est un notaire avec une belle carrière qui l'attend, et sa mère, Caterina, est une paysanne de 22 ans, voire même une ancienne esclave affranchie, on n'est pas trop sûr de ça. L'enfant, vous l'aurez compris, s'appelle donc Léonard, et les parents viennent donc de deux mondes très différents, qui ne se mélangent presque pas à l'époque. Et donc Léonard commence sa vie entre ces deux mondes. Son père va ensuite aller épouser une autre femme qui est plus de son milieu social. Ils vont vivre à Florence. Et sa mère va refaire sa vie, également avec un homme de son milieu social à elle. Alors Léonard, lui, il n'est pas abandonné. Il grandit paisiblement chez son grand-père paternel Antonio. On notera que même si les parents ne meurent pas, dans les vidéos où je vous raconte la vie de grands hommes et grandes femmes, il y a quasi toujours une forme de séparation ou rupture avec les parents. Cette fois encore. Alors il y a tout de même un détail qui marque le début de sa vie. C'est un enfant illégitime. Parce que ses parents ne sont pas mariés. Et ça a quelques conséquences, genre par exemple, il n'y a pas le droit de s'inscrire dans les grandes écoles où on apprend le latin. Et ne pas connaître le latin à la Renaissance, c'est genre ne pas avoir Internet aujourd'hui. C'est-à-dire que ça limite l'accès au savoir et aux livres. Après, même sans Internet, vous pouvez aller dans une bibliothèque, mais vous avez compris l'idée. Donc Léonard va devoir se débrouiller d'une autre manière, il apprend à observer et commence à dessiner. Son grand-père lui répète souvent la même chose, il lui dit « ouvre l'œil ». L'occhio. Donc Léonard, au lieu de bouquiner, il passe son temps à regarder la nature. À 12 ans, il quitte son village pour partir à Florence et retrouver son père, Ser Piero. Là, on est au XVe siècle, donc Florence, c'est une des villes les plus importantes du monde. La ville des artistes et des inventions, mais aussi celle des Médicis, une famille de banquiers qui exerce son contrôle. Ser Piero, en bon papa, il veut trouver quelque chose à faire pour son fils, et comme il remarque que Léonard a un talent pour le dessin, il en parle à l'un de ses amis, un certain Andrea del Verrocchio, qui est un artiste réputé à Florence. On lui montre les dessins de Léonard, et il est bluffé. Et pas par politesse. Non, il voit vraiment un potentiel à développer chez Léonard. Il le prend donc comme apprenti dans sa bottega. À l'époque, une bottega, c'est un atelier où plusieurs artistes peignent et sculptent ensemble pour ensuite vendre leurs œuvres. Léonard est apprenti. Donc tout en bas de l'échelle, et il fait un peu toutes les tâches un poil nazes, comme nettoyer les pinceaux. Mais forcément, il observe encore plus, dessine encore plus, et s'améliore. Il a un truc secret dans sa poche que les autres n'ont pas. Son œil. Bon après, c'est pas vraiment dans sa poche, parce que sinon ce serait chelou. Et en plus, j'imagine il y aurait le nerf optique qui se trimballerait comme ça. Enfin, on pourrait très facilement le rompre. Voilà, et je pense que l'œil, ça sécherait très vite aussi. Et puis ça dépend aussi de ce qu'on met dans sa poche. Si sa poche on l'utilise, je sais pas, pour mettre ses clés, sa monnaie, etc. L'œil au contact de ça serait vraiment pas ouf. Je pense qu'on pourrait avoir des conjonctivites par exemple. Donc c'est vraiment une image. Son œil n'est pas dans sa poche. Faut savoir aussi que le patron de la bottega, Verrocchio, quand il n'a pas envie de peindre les détails d'un tableau, il les refile aux apprentis. Léonard va se faire la main comme ça en peignant des chiens ou des poissons. Et ça c'est jusqu'à un certain jour de 1470. Ce jour-là, on donne à Léonard une mission plus importante. Verrocchio doit peindre le baptême du Christ. Et il confie à Léonard, qui a alors 18 ans, la tâche de peindre l'ange de gauche. Et là, c'est la révélation. Tout le monde savait que Léonard était fort, mais personne ne pensait qu'il était aussi fort. La légende raconte que l'ange qu'il dessine est tellement bien fait que le maître Verrocchio est dégoûté. Il aurait eu tellement honte d'avoir été dépassé par un apprenti qu'il aurait juré de ne plus jamais toucher un pinceau de sa vie. Léonard vient d'envoyer son patron à la retraite. Plus tard, il écrira « Piètre élève que celui qui ne dépasse pas son maître ». 2 ans plus tard, Léonard achève sa formation et devient à son tour maître. On peut voir son nom dans la guilde des peintres de Florence, mais il ne se lance pas en indépendant. Il reste dans l'atelier de Verrocchio
Il fait plein de trucs, dont des déguisements de fête et des masques pour les Médicis, la puissante famille qui dirige la ville. Léonard retourne aussi voir sa mère à Vinci. Déjà, ça montre qu'il garde un lien avec ses parents, mais aussi, là-bas, il y dessine la nature. Il dessine Paysage de la vallée d'Amo, qui est le premier dessin qu'on connaît signé par Léonard en 1473. Il a 21 ans. Ce sera le début d'une bonne série d'œuvres attribuées à Léonard pendant ces années-là, dont l'Annonciation ou bien la Madone à l'œillet. On reste dans le thème religieux, mais voilà, vu l'époque, c'est normal, l'art est aussi là pour honorer et glorifier Dieu. Par contre, il y a un truc qui va venir déranger Léonard à ce moment-là, lorsqu'il a 24 ans. Un bad buzz. Une dénonciation anonyme. Et ça concerne lui et 3 autres jeunes hommes. Il est accusé d'avoir eu des relations avec un prostitué. Et à l'époque, même si les relations homosexuelles entre les hommes, ça arrive souvent, surtout dans les milieux artistiques, ça reste un sujet sensible. Parce qu'aux yeux de la loi et de l'Église, c'est un crime. Et le truc, c'est qu'il n'est pas accusé avec n'importe qui. L'un des 3 autres, c'est un membre de la famille des Médicis. Donc l'affaire fait pas mal de bruit et de plus en plus de gens en parlent à Florence. Mais c'est aussi un coup de chance, puisque les Médicis s'en mêlent pour protéger l'un des leurs et stopper cette affaire qui nuit à leur réputation. Et du coup, tout le monde, y compris Léonard, est acquitté par un manque de preuves et de témoins. Mais il y a quand même des conséquences, notamment sur Léonard. Il va passer 2 mois en prison en attendant le jugement, et il va être très discret après ça sur sa vie personnelle. Même s'il tient des carnets qui sont remplis de croquis et de réflexions, il ne parle presque jamais de ses amours, ni même simplement de ce qu'il ressent. On ne sait pas par exemple son orientation sexuelle. C'est dur d'affirmer quoi que ce soit à ce niveau, même s'il a probablement eu des relations homosexuelles. Pour ce qui est de la réputation, ça a l'air d'aller quand même, parce qu'il reste à Florence encore 6 ans, mais il a quand même envie de bouger, et pour ça il lui faut un travail. Et donc il faut un CV. Alors, il est pas mal rempli en vérité. Déjà, il y a tout son travail, tout ce qu'il a fait, et puis même il y a quelque chose qui se dégage de lui. Il est décrit comme extraordinairement beau, il est décrit comme très grand pour son époque, à savoir qu'il faisait entre 1m73 et 77, mais la moyenne de l'époque à Florence, c'était entre 1m65 et 1m70. Il était aussi assez original, puisqu'il était végétarien, ce qui était plutôt rare, et il s'habillait avec des vêtements en lin pour ne pas porter la peau d'animaux morts. D'ailleurs, il y avait un vrai truc avec les animaux, parce que la légende raconte qu'il achetait des oiseaux en cage sur les marchés, simplement pour pouvoir les libérer. Classe. Alors, je reviens sur les compétences. Il sait pas que peindre. Dans la Bottega, il a aussi appris à sculpter le métal, à travailler le bronze, il s'est initié aux arts de la mécanique. C'est un homme à tout faire, en fait. Ou à potentiellement tout faire. Parce qu'en fait, il n'a pas fait grand-chose non plus de concret à part quelques tableaux ou dessins par-ci par-là. Donc il va faire tout ce que tout le monde fait pour trouver un taf. Il va gonfler son CV. Le poste qu'il vise se trouve à Milan. Pourquoi Milan ? Probablement parce que c'est une ville où le nouveau dirigeant, Ludovic Sforza, est très ambitieux. Il veut faire de Milan l'Athènes du Nord. Donc faire rayonner la ville culturellement. Donc Léonard envoie un CV au duc où il dit qu'il est capable de construire des ponts, des canons, des tunnels, des catapultes. Ce qu'il n'a jamais fait en pratique. Et seulement à la dernière ligne, il précise quand même qu'en peinture, il peut faire aussi bien que n'importe qui d'autre, quel qu'il soit. Mastar, ça c'est Mastar. Et pour achever de le convaincre, il lui dit qu'il va faire une statue à l'effigie de sa famille, les Sforza. Et quand Léonard parle d'une statue, il parle pas d'une petite statue, il parle d'une statue de 7 mètres de haut. Évidemment, ça marche. Léonard a 30 ans et avant de commencer cette fameuse énorme statue, il faut d'abord s'habituer à cette nouvelle vie et cette nouvelle ville. Au départ, il se sent seul, c'est un peu compliqué pour se faire des potes artistes, mais peu à peu, il va avoir quelques contacts et pourra fonder lui-même sa propre bottega. C'est à partir de là qu'il reçoit une commande de la part d'une confrérie de l'ordre des franciscains pour décorer une chapelle. Une commande qu'il va réaliser avec 2 collaborateurs et qui deviendra un tableau révolutionnaire, la Vierge au rocher. Alors, tableau révolutionnaire, c'est pas moi qui le dis, sont les historiens de l'art et c'est notamment dû au jeu de la lumière et des ombres. Regardez-moi ça, c'est superbe. C'est aussi dû au fait que Léonard utilise des couleurs neutres alors que la tradition est au ton plus vif. Mais seul ombre au tableau, Léonard met 3-4 ans à le finir, mais même fini, il va pas le livrer parce qu'il estime que ses clients ne le paient pas assez. À l'époque comme maintenant, l'argent c'est un vrai problème pour les artistes, donc souvent ils doivent trouver un mécène, donc un riche protecteur, qui finance l'artiste en échange d'œuvres et de prestige. C'est quelque chose que Léonard recherchera toute sa vie, comme c'est le cas avec le duc de Sforza. Et parfois, ça implique de faire des choses assez originales. Parce qu'à la cour du duc, Léonard est nommé ordonnateur de fêtes et spectacles. Ça veut dire que c'est lui le metteur en scène officiel des grandes soirées à Milan. Ma star. Et là, il fait des choses que j'aurais payé pour voir. Il crée des spectacles avec des planètes qui bougent, des anges qui descendent du ciel grâce à des poulies, des engrenages et des contrepoids.
Il y a 500 ans, ça devait être fou. Peut-être même aujourd'hui. Mais Léonard ne chôme pas. Quand il s'occupe pas des soirées ou de commandes, il continue d'étudier l'anatomie, les maths, la biologie et même la mécanique. Si on voulait faire un petit coup de psycho, on pourrait dire que c'est peut-être pour répondre à un certain complexe. Comme il n'a pas eu l'occasion d'aller étudier à l'université, à cause de son statut d'enfant non reconnu, il ressent du mépris de la part des intellectuels qu'il croise et décide de devenir son propre professeur. Je ne suis pas psy, asseyez-vous. De ses recherches vont naître beaucoup de choses, dont un dessin qui deviendra légendaire. Après avoir lu le travail d'un architecte romain du nom de Vitruve, Léonard veut représenter les proportions parfaites du corps humain. Du coup, il dessine un homme, les bras et les jambes écartés, au centre d'un cercle représentant le divin, et d'un carré représentant le rationnel. L'homme de Vitruve. C'est un dessin qui a une portée philosophique, parce que ça représente l'homme au centre de l'univers. Et c'est une idée qui ne sort pas de nulle part. Pendant la Renaissance, on redécouvre les textes antiques et on développe une nouvelle manière de voir le monde. L'homme n'est plus tout en bas de la création, mais il est au cœur de tout. C'est une créature divine, créée pour être le reflet de Dieu. Aujourd'hui encore, 500 ans après, on utilise l'homme de Vitruve de Vinci pour illustrer ce concept d'humanisme. Les années passent à Milan et il approche de la quarantaine. C'est à ce moment-là, pendant 3 ans, qu'il peint l'un de ses plus grands chefs-d'œuvre. Grand par la qualité, mais aussi par la taille, puisque c'est un tableau de 4,60 m de hauteur et de 8,80 m de largeur. La Scène, un tableau qui représente le dernier repas du Christ avec ses apôtres. Pour être un poil plus précis, c'est le moment où Jésus déclare « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera ». Il parle de la trahison de Judas. Ce qui rend la scène aussi forte, c'est que Léonard peint les émotions, qu'il appelle les mouvements de l'âme. Il veut que le spectateur puisse lire dans les visages et les gestes pour comprendre ce que ressentent les apôtres. C'est une œuvre qui a demandé un travail acharné de Léonard, qui est arrivé à l'aube devant son tableau, grimpé sur un échafaudage pour travailler du matin au soir, en oubliant même de boire ou manger, tellement il était concentré. C'est ouf, c'est beau, c'est beaucoup de taf, mais par contre, elle est où la statue de bronze de 7 mètres là ? Et ben en fait, Léonard, ça fait 10 ans qu'il est dessus. Il étudie les chevaux sous toutes leurs coutures. Il a même fait un modèle en argile grandeur nature, donc de 7 mètres, ce qui impressionne tout le monde. Donc Léonard est content, il commence à faire les moules pour faire couler le bronze et faire la version finale. Sauf que, et on oublie parfois que ça peut arriver, mais la guerre éclate. Le royaume de France attaque la péninsule italienne, donc le bronze que Léonard voulait pour la statue, on va l'utiliser pour faire des canons. Le sens des priorités quoi, tout simplement. Les Français envahissent Milan, on est en 1499. Léonard de Vinci a 47 ans et il décide de partir. Léonard part sur les routes. Il passe par Mantoue, puis Venise, où il travaille un peu comme ingénieur militaire. Il se désintéresse tellement de la peinture qu'un moine écrit « Les expériences mathématiques l'ont tellement détourné de la peinture qu'il ne peut plus supporter un pinceau ». Léonard, à cette époque, préfère se consacrer, et ça se voit dans ses carnets, aux grues, aux horloges ou aux machines à tisser. Et d'ailleurs, vous pouvez feuilleter ces carnets et réaliser que vous n'y comprendrez rien en allant sur ce site internet, voilà, je vous mets en description. Et une des raisons qui fait que vous allez encore moins comprendre, c'est que Léonard utilisait l'écriture spéculaire, ou l'écriture du miroir. C'est-à-dire qu'il écrivait de droite à gauche et que tout était inversé, comme si on le lisait dans un miroir. Et d'ailleurs, on peut utiliser un miroir pour le lire plus facilement quand on n'est pas habitué. Alors vraisemblablement, il faisait ça parce qu'il était gaucher et qu'il ne voulait pas que l'encre bave. C'était pas tant pour le mystère, puisqu'il suffit de prendre un miroir, comme je vous disais, pour le lire. Donc c'est pas très sécurisé. C'est pas une histoire de code ou quoi, a priori. En 1502, pour ses 50 ans, Léonard est engagé par César Borgia. Assassin's Creed, la série télé Borgia, voilà, vous avez peut-être la ref. César est un brillant stratège assoiffé de pouvoir et recrute Léonard comme architecte et ingénieur en chef pour inspecter ses conquêtes et dessiner des cartes militaires. Et ben Léonard se lasse hyper vite, voilà, au bout d'1 an. Soit parce qu'il sent que la guerre tourne mal pour son patron, soit parce qu'il en a marre de bosser pour quelqu'un autant tourné vers la violence. Quoi qu'il en soit, Léonard va revenir à sa case départ, Florence. Il commence à ce moment-là un portrait commandé par un riche marchand de soie, Francesco del Giocondo. Une commande qu'il accepte sûrement parce que Francesco est un ami de son père. Le modèle pour le tableau, c'est la femme du marchand, Lisa. Lisa del Giocondo. La Joconde. La commande peut avoir l'air anecdotique, mais, vous l'aurez compris, elle va devenir spéciale parce que Léonard va employer sa technique du sfumato. Un dégradé très doux qui efface les contours et donne cette impression de flou, presque vivant. Léonard travaille sur ce tableau pendant plus de 10 ans, sans jamais le livrer. Ce sera finalement le chef-d'œuvre de sa vie. Alors il fait pas ça pendant 10 ans non-stop de manière exclusive,
heureusement, il fait d'autres trucs en même temps. Par exemple, Milan lui confie un projet très ambitieux en termes de taille, une immense fresque pour décorer le Palazzo Vecchio. Une fresque qui s'appelle la bataille d'Angari. Et il y a un autre artiste qui va travailler en même temps sur une autre fresque, la bataille de Cascina. Léonard a 53 ans, l'autre artiste en a 28, et il s'appelle Michel-Ange. Ils travaillent dans la même salle, dos à dos. L'ambiance est très tendue, parce que Michel-Ange voit en Léonard un vieil homme dépassé, et Léonard trouve les corps dessinés par Michel-Ange trop musclés et disgracieux. Et par cette rivalité, ils vont se pousser à se dépasser. En voyant la précision de l'anatomie dans une statue de Michel-Ange comme David, Léonard se met à disséquer des corps pour mieux comprendre leurs muscles et leurs mouvements. Alors malheureusement aujourd'hui, on ne peut pas voir la bataille d'Angari de Léonard de Vinci. En fait, Léonard a voulu peindre cette fresque à l'huile sur plâtre. Avec l'huile, il peut utiliser sa fameuse technique du sfumato. Il a ensuite fait chauffer le mur avec un grand feu de charbon pour que ça sèche et que ça tienne. Mais le problème, c'est que le haut de la fresque reste humide et que la peinture se met à couler. Léonard se décourage et devant cet échec, il abandonne. On peut quand même avoir une bonne idée de ce à quoi ça ressemblait grâce à Rubens, un autre peintre qui en fait une copie près d'un siècle plus tard, à partir d'une gravure faite à l'époque où on pouvait encore voir le début de l'œuvre de Léonard. Vous vous en doutez, ce moment il est pas génial pour Léonard, et en plus il apprend dans la foulée que son père, Ser Piero, est décédé. Léonard note la nouvelle dans ses carnets avec une écriture inhabituelle, non inversée, comme s'il était trop troublé par cet événement, ou qu'il voulait lui donner une aura particulière. Au passage, il apprend qu'il est écarté de l'héritage à cause de son statut d'enfant illégitime, une vieille blessure qui n'est toujours peut-être pas cicatrisée. Pour sortir de cet échec de la bataille d'Angari, Léonard quitte encore une fois Florence pour retourner une nouvelle fois à Milan. Voilà, le mec est dans une boucle temporelle, clairement. Non, parce qu'il a déjà fait Florence-Milan au début. Je sais pas si vous vous rappelez. C'est dans la enfin vraiment c'était juste avant dans la vidéo. Là, il va pas à Milan pour rien, hein. Il est appelé par Charles d'Amboise, représentant du roi de France. Et en fait, c'est toujours la France qui contrôle Milan à ce moment-là, et Léonard devient peintre et ingénieur ordinaire du roi de France. Un poste très bien payé, qui lui permet d'avoir du temps pour ses recherches. En fait, il fait beaucoup de dissections et il rêve de publier un ouvrage d'anatomie, mais ne mène pas non plus ce projet à terme. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des gens qui le décrivent comme un procrastinateur. Et honnêtement, franchement, je trouve ça va, quoi. Il a quand même fini un tas de trucs. Voilà, je trouve ça assez facile de se focaliser sur les trucs qu'il a pas fini, quoi. Enfin bon, le temps passe et Léonard peint de moins en moins. C'est aussi parce qu'il y a la jeunesse qui débarque, Michel-Ange, comme on l'a vu, mais également Raphaël. Par contre, Léonard retouche beaucoup la Joconde pour essayer d'arriver à un résultat parfait. Le problème, c'est qu'il commence à avoir des petits problèmes de santé. C'est sûrement pour ça qu'après avoir quitté Milan et un bref passage à Rome à 64 ans, Léonard accepte l'invitation du jeune roi de France, François Ier, et s'installe au château du Clos Lucé à Ambroise. Il fait une petite retraite paisible pour son corps qui lâche peu à peu. Sa main droite est paralysée, et même s'il le voulait, il ne pourrait tenir un pinceau. Il a quand même assez d'énergie pour organiser quelques fêtes, ou bien réfléchir à des plans urbains, ou bien au projet d'un canal pour relier la Saône et la Loire. Alors au passage, ce canal aura été réalisé presque 300 ans plus tard. Finalement, le 2 mai 1519, Léonard de Vinci meurt au Clos Lucé à 67 ans. La légende raconte qu'il s'est éteint dans les bras du roi François Ier et que sa dernière phrase aurait été « J'ai offensé Dieu et l'humanité parce que mon travail n'a pas atteint la qualité qu'il aurait dû avoir. » C'est à la fois magnifique et triste, je trouve. 5 siècles après sa mort, il est toujours considéré par le monde comme un génie universel. L'écart entre sa vision de son propre travail et celui qu'a l'humanité est quand même très différent. Dans ses carnets et ses brouillons, Léonard a pensé à des inventions impossibles pour son temps. Un char d'assaut, un scaphandre, un parachute, mais qui annonçaient déjà le futur. Et si la majorité de son œuvre reste inachevée, il a quand même ouvert la voie d'une curiosité sans limite. Son grand-père disait « Polocchio », ouvre l'œil. Et encore aujourd'hui, il suffit d'ouvrir les nôtres pour croiser régulièrement le regard du maître, que ce soit au Louvre ou bien sur la face d'une pièce d'1 euro, quand elle vient d'Italie. Une marque que Léonard de Vinci aurait adorée pour l'ingénierie et la qualité de ses produits, Lelo. Lelo, c'est une marque de sextoy de qualité qui démocratise le fait de prendre soin de soi. Quand je dis de qualité, c'est au point où les produits sont garantis 10 ans. Et j'ai un code promo, je vous le dis direct, comme ça même si vous devez partir, au moins vous savez que vous pouvez avoir moins 20% cumulable sur tout le site avec Cyrus 20 du 4 au 30 novembre 2025. Donc petit cadeau de Noël en avance pour madame ou monsieur. Parce que oui, chez les hommes, les sextoys pour hommes, c'est un vrai sujet. À chaque fois que je fais une sponsor là-dessus, même dans mon cercle privé, j'ai le droit à une réflexion. Surtout en ce qui concerne les sextoys liés à la pénétration anale de la part d'hommes hétérosexuels.
Et justement, Lelo a sorti une étude super intéressante sur tout le sujet qui s'appelle Enquête sur la sexualité anale à l'heure de la déconstruction masculine. C'est une étude IFOP pour Lelo réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 25 au 27 août 2025 auprès d'un échantillon de 2000 personnes, dont 959 hommes et 1041 femmes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus. Désolé, c'est hyper long, j'ai pas le choix que de vous le dire ça légalement. Dans cette étude, on apprend plein de choses. Par exemple, 73% des hommes ayant déjà été pénétrés analement n'arrivent pas à en parler à leurs amis proches, ou encore 37% des hommes âgés entre 18 et 29 ans pensent que prendre du plaisir avec son anus est forcément homosexuel. Et ce qui est fou, c'est qu'au passage, sur la même tranche, on apprend que 57% d'hommes se disent déconstruits. Voilà, donc va falloir accélérer la dépose. Petite blague qui use du vocabulaire des travaux, genre les chantiers et tout. Voilà. L'étude est très intéressante. Là, je vous en ai parlé sous le prisme des hommes, de leurs pratiques et de leur déconstruction. Il y a évidemment d'autres sujets traités, notamment à travers le prisme politique, ou bien encore le point de vue, cette fois, de la femme, de leurs raisons et de leur relation à l'acte. Plein de choses importantes et essentielles. Tout ça, c'est en description. Je vous rappelle le code pour bénéficier de moins 20%, Cyrus20, et donc acheter et soutenir cette marque de qualité qui ouvre la discussion, en plus des orifices. Voilà. Merci à eux. J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci à Lelo de l'avoir soutenu et à vous de l'avoir regardé. Love, peace. Ciao. Et protégez-vous. C'est important. Je vous montre pas de sextoy parce qu'en fait, j'ai peur de me faire démonétiser. Donc, j'essaie de le limiter. Mais ils sont superbes.